La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoires. Écoutez, bon anniversaire, monsieur le député. C'est pas pour ça que vous aurez plus de temps, monsieur. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, oui, c'est mon anniversaire, j'en conviens. Et je vous remercie de vos applaudissements après 26 ans dans cette maison. Nous saluons que l'ordre du jour de notre Assemblée nous permette enfin de prendre part au grand débat. Il est de notre devoir d'élus nationaux de débattre dans les commissions et dans l'hémicycle de ces questions de manière approfondie. Et, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, vous avez répondu à la demande de notre groupe Liberté et Territoires, faite il y a plusieurs semaines, et nous vous en remercions. Disons-le clairement, la justice fiscale est une des thématiques le plus souvent abordées à l'occasion du grand débat national. Je note de plus que la question de la fiscalité, de sa soutenabilité, de son affectation ou de sa fonction redistributive ont été le détonateur du mouvement dit des Gilets jaunes, notamment autour de la taxation des carburants. Dans ce contexte, nous pouvons évaluer les 20 premiers mois de la présente législature. Certes, des choses positives ont été faites. Le minimum vieillesse a été revalorisé, passant de 803 à 868 € par mois. Le gouvernement a aussi accordé à tous les salariés une baisse de cotisations sociales. Hélas, en augmentant la CSG. Vous vous êtes également lancé dans le chantier de la suppression partielle puis totale de la taxe d'habitation, même si la question de sa compensation aux collectivités se pose toujours, ainsi que le problème de leur autonomie fiscale et donc de leur responsabilité au regard des citoyens. Dans le même temps, vous avez cantonné l'impôt solidaire sur la fortune aux seuls biens immobiliers et mis en place le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire une taxe à 30% sur les seuls revenus des valeurs mobilières. Ces deux mesures à elles seules représentent près de 5 milliards d'euros en moins pour les caisses de l'État. D'ailleurs, d'après l'Observatoire français des conjonctures économiques, pour les 0,01% de ménages les plus riches de notre pays, ces deux mesures signifient une exonération de l'ordre de 1 million d'euros d'impôts en moins par ménage. Au-delà du symbole, ces réformes devaient constituer un choc de confiance qui permettait de doper l'attractivité de la France et de libérer ses énergies. Nous attendons l'évaluation des résultats de ces mesures sous le triple angle de la compétitivité de nos entreprises, de son effet sur la réduction du chômage et sur la réduction des inégalités. Sur le plan territorial, la politique gouvernementale a accentué les fractures. En effet, vous avez réformé la dotation politique de la ville qui voit son champ d'attribution élargi, mais pour un budget constant. Ainsi, les communes qui bénéficient de cette dotation perçoivent en 2019 moins d'aide. Par ailleurs, avec le projet de loi de finances pour 2019, les péréquations horizontales plafonnent et les péréquations verticales ralentissent. Les chiffres sont là et ils sont édifiants. Vous faites un choix politique qui est grave en prenant le risque d'accentuer les inégalités territoriales. D'ailleurs, vous allez d'autant plus accentuer ces fractures car vous avez baissé très lourdement les taxes affectées aux chambres de commerce et d'industrie. Or, cette mesure se fait au détriment des petites chambres de commerce dans les territoires et donc des petites entreprises. Les CCI sont un acteur de proximité avec un maillage territorial et dans de nombreux territoires ruraux enclavés, elles sont l'un des derniers services publics présents pour le développement des entreprises. C'est à cela que vous êtes attaqués. Ainsi, le mouvement des Gilets jaunes a démontré que la politique fiscale que vous menez depuis maintenant presque 2 ans n'est pas juste. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez été contraint d'apporter en urgence et dans l'improvisation la plus totale une réponse significative pour le pouvoir d'achat. Revenons sur ces mesures. Les principaux bénéficiaires de la désocialisation et de la défiscalisation des primes de fin d'année auront principalement été les salariés des grands groupes et ceux des branches les plus prospères, et non ceux des petites et moyennes entreprises ou des secteurs en déclin. Vous avez donc accentué les inégalités entre les Français. Et quid des fonctionnaires qui n'en auront pas touché de primes? Vous avez oublié 5,5 millions de Français qui travaillent dans la fonction publique et qui voient déjà leur point d'indice stagner depuis le début du quinquennat. Par ailleurs, vous avez annoncé l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités, entre 1 200 et 2 000 € pour un célibataire. Je vous le rappelle, 5,4 millions des retraités n'étaient pas touchés par cette hausse et a fortiori par cette baisse suite à une hausse. Que faites-vous de ces retraités hors minimum vieillesse? Il s'agit d'une mesure qui ne règle pas le problème des petites retraites. Par ailleurs, nous regrettons que vous soyez si flou sur la matière
dont vous comptez financer ces mesures d'urgence. Elle dégrade le déficit officiellement de 8,5 milliards, bien qu'elle soit estimée dans votre étude d'impact à 10,5 milliards. Derrière ce chiffre, il y a une inquiétude partagée par de nombreux Français. Qui paiera l'addition? Notre groupe Liberté et Territoires est certain qu'une politique fiscale est bonne si elle poursuit deux principes. Elle doit être socialement juste et économiquement efficace. Au regard de ces critères, nous estimons que la politique menée fragilise la cohésion de notre nation et l'ampleur de la crise actuelle appelle des réponses inédites, à la hauteur des fractures qui traversent notre pays. Plaçant ainsi l'intérêt général et la réussite de notre pays au cœur de notre réflexion, nous avons pleinement pris part au grand débat national en partageant nos propositions. Le système fiscal actuel est devenu beaucoup trop complexe et difficilement compréhensible. Dans une volonté de clarifier les contributions des Français et de les rendre plus efficaces, nous proposons de garantir une stabilité fiscale sur 5 ans. En effet, l'économie, c'est la confiance, et la confiance a besoin de stabilité. Il est aujourd'hui nécessaire de mener une politique fiscale stable et de long terme, laissant aux particuliers et aux entreprises la possibilité de se projeter sur le long terme et donc d'investir. Par ailleurs, nous vous proposons, messieurs les ministres des Finances et du Budget, d'opérer une nouvelle revue de l'ensemble des niches fiscales qui viennent miner l'impôt sur le revenu, mais pas simplement l'impôt sur le revenu, d'autres impôts, et obérer sa progressivité. Il est aujourd'hui nécessaire de réduire, comme un ordre de grandeur de 10% par an, le coût de l'ensemble des niches fiscales existantes qui représentent un coût de quasiment 100 milliards, tout en rabaissant le barème de l'impôt sur le revenu à due concurrence sans augmenter la pression fiscale globale, de façon à soulager en priorité les classes moyennes. Nous souhaitons d'ailleurs que des modulations puissent être apportées en fonction des contraintes géographiques ou sociales de certains de nos territoires, en fonction du principe même de différenciation. Enfin, plusieurs économistes estiment que la solution la plus efficace pour taxer le capital et éviter de perpétuer les inégalités socio-économiques dès la naissance serait de réformer la fiscalité sur les successions. Effectivement, on ne peut pas avoir en la matière l'accumulation d'un impôt sur la détention du capital, un impôt sur sa transmission et un impôt sur le revenu de ce patrimoine. Nous sommes d'ailleurs le dernier pays à avoir l'accumulation de ces 3 impôts. Alors, nous sommes convaincus dans notre groupe qu'il convient de laisser le choix aux Français en leur proposant 2 solutions. Soit ils payent un impôt sur la détention du patrimoine à partir d'un certain seuil, mais ils ne payent pas d'impôt sur les successions, soit ils ne payent pas, mais en contrepartie d'une imposition lors de la transmission de leur patrimoine. Alors naturellement, messieurs les ministres, il y aurait une solution de synthèse qui consisterait à considérer que l'impôt sur la détention, c'est-à-dire l'IFI actuellement, viendrait en déduction de l'impôt sur les transmissions. En d'autres termes, ça consisterait à dire, eh bien, c'est un paiement fractionné des futurs droits de succession. Ce qui d'ailleurs résoudrait un certain nombre de problèmes de transmission, notamment des entreprises, puisque au lieu d'avoir, surtout en cas de mort brutale, une succession qui parfois entraîne la vente de l'entreprise pour payer les droits de succession, on aurait une neutralité au regard de l'espérance de vie de chacun. Ça serait une solution peut-être qui permettrait de maintenir l'impôt sur la détention, mais tout en l'articulant avec l'impôt sur les successions. Il s'agit là d'ailleurs d'une mesure qui resterait ciblée sur le plus riche, puisque selon l'INSEE, moins de 15% des héritages dépassent la somme de 100 000 €, qui correspond à l'abattement pour une transmission en ligne directe, c'est-à-dire qui ne payent pas de droits de succession. Donc ça serait, comme c'est 100 000 € par part, ceci ne concernerait que les ménages qui ont un patrimoine multiplié par le nombre d'enfants supérieur à X fois 100 000 €. Plus que d'ajustement, mes chers collègues, ou de retour en arrière, c'est donc bel et bien d'une refonte en profondeur dont notre fiscalité a besoin. Et notre groupe espère, Madame, Messieurs les ministres, et surtout Messieurs les ministres, parce que c'est vous qui êtes en charge de ce domaine, que vous vous attellerez à cette tâche dès la prochaine loi de finances.
c'est ça qui n'est pas terrible. Merci, monsieur le député. Vous n'avez pas utilisé l'ensemble de votre temps. C'est dommage pour votre anniversaire, justement. J'aurais pu vous en laisser 10 secondes. Très bien, merci, monsieur le député.